On met les 4 couleurs des 4 territoires, Lyon, Toulouse, Montpellier et Marseille du coup. L'idée c'est d'expérimenter des écosystèmes territoriaux alimentaires. Mon rôle, c'est la coordination globale, donc appuyer les territoires, harmoniser avec les différents axes thématiques, organiser les temps de rencontres nationaux. Je repasse parce que c'est important d'insister aussi sur l'écriture, vivre avec un S majuscule. Pas que ça semble une faute, mais bien que c'est un choix de travailler sur les vivres. On a un élu en ce moment qui finance en partie tout ce qui est en lien avec l'accessibilité alimentaire. Et du coup, il y a de gros enjeux pour les agents de la collectivité de la métropole qui financent quand même pas mal d'initiatives pour continuer à soutenir tout ce qui est volet accessibilité alimentaire. Donc nous, je sais qu'on reçoit le vice-président à la métropole, du coup, sur l'agriculture la semaine prochaine à Graines de Soleil, pour justement essayer de le convaincre de continuer à financer nos actions. Aujourd'hui, on peut se dire on a les moyens de coopérer. Il y a 10 ans, j'aurais dit je pense à la gueule de mon asso et je vais pas essayer de coopérer avec les autres. Pour se parler très franchement, on n'en était pas là. Donc il faut aussi être à l'écoute de ceux qui sont plus petits, des assos de quartier qui vont essayer de faire des distributions d'aide alimentaire, des fermes urbaines qui commencent à croître un petit peu partout sur le territoire. On n'est pas tous au même niveau pour coopérer. L'union d'associations. On va dire entre guillemets fédération raisonnée. Ouais, si tu veux, allez, voilà. C'est mieux parce que c'est toi. Parce qu'on est là, justement. Non, mais on est là. Non, mais justement, après, tout ce qui est monde du jardin, moi, ce que je pense, c'est qu'on est amené quand même à se fédérer. Oui, j'ai venu à Graines de Soleil. Non, Graines de Soleil, je suis venu il y a 6 ans en arrière. C'est toi qui m'as fourni les premières graines. Je suis dans le quartier depuis 7 ans. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de verdure, donc j'ai demandé en partenariat avec la Maison des Familles à créer des jardins partagés. Et on va dire en 6 ou 7 mois, on m'a appelé, on m'a dit que c'était bon, que le bailleur prenait en charge justement la création des jardins partagés. Et depuis, je suis resté moi là-bas avec ma femme, avec une parcelle d'à peu près de 40-50 mètres carrés. Donc depuis, ça fait 6 ans que je le travaille et je suis autosuffisant en légumes de saison. Ça, c'est une parcelle. Voilà, après il y a une parcelle là, il y en a une là-bas, là il y a 4 parcelles par là et 4 parcelles par là. Du coup là tu vois, il est en train de préparer, de nettoyer, d'enlever les mauvaises herbes. Et là ils ont commencé à planter. Alors tu vois, tu as des pommes de terre normales, là tu as des patates douces. Moi je ne connaissais pas la terre. Moi ça fait 7 ans que j'ai commencé à jardiner. Je suis un enfant du béton et du goudron. Moi j'ai grandi dans les quartiers nord, voilà, j'ai connu que ça. Et là, maintenant, c'est le plaisir, c'est l'amour de la terre. Et on cherche justement, par ce biais, à la partager et à amener les gens justement à consommer comme on consomme nous. Parce que là, comme tu vois, même dans la cité, la verdure qu'on a, et pour moi, c'est du gaspillage. Là, tu pourrais faire manger pratiquement un peu plus que la moitié de la cité, dans ce qu'on a en verre ici. Mon projet, c'est d'embellir tout ça, quoi. De planter là-dedans. Et même de faire des jardins partagés, là. Au moins, tu vois, ces gens-là, au moins, ils auront une parcelle ici.
Ils descendent de chez eux, ils cueillent comme j'ai fait moi, leurs poivrons, et ils remontent à la maison se faire leurs poivrons, quoi. Ah. C'est du gâchis. Et aussi, donc c'est les salariés et les aides maraîchers en contrat de transition dans l'emploi qui réalisent des milliers, qui plantent des milliers de graines par an. Donc pour l'exploitation, mais également dans tous les centres qu'on anime. Donc on a une vingtaine de centres à peu près où on fait des animations pédagogiques. Donc auprès de différents publics, publics en situation sous main de justice, en situation de handicap, etc. Et du coup, les aides maraîchers, c'est eux qui vont préparer du coup, les commandes de plants qui vont partir dans les différents centres. Là, je mets du guano. C'est un engrais à base de fientes d'oiseaux. Après, je mets la motte, je remplis, je tasse pour que ça prenne bien le... Voilà. Après, c'est parti. Et après, un peu d'eau et c'est parti pour un tour. Et c'est quoi ça, alors, celui-là que vous mettez? Ça, c'est du terreau mélangé avec de la terre. Non, mais la plante. C'est des pensées. Tout ça, c'est des pensées. Voilà. Tout ce qui est là, c'est parti d'une petite bouture qu'on a récoltée sur un rond-point et on arrive avec des trucs qu'on... On a les primères là-bas, on a les gros pots noirs. Et de là, on va bouturer, que ce soit de la menthe ou de la verveine ou de la bourrache. Déjà, on économise en graines. Nous, on est conventionnés pour accueillir 32 personnes en contrat d'insertion. Et donc ça fait, vu que ça tourne, on est à peu près à 60 parcours par an. Et on a à peu près entre 15 et 20 personnes par an qui arrivent chez nous sous main de justice. Donc c'est-à-dire qui arrivent soit avec le bracelet électronique au pied, ou qui, on va dire, bénéficient d'un aménagement de peine pour venir travailler la journée et dormir la nuit en prison. Voilà. Et en sachant que ce public, on le capte aussi à travers les ateliers pédagogiques qu'on porte dans les maisons d'arrêt au Baumettes et à Luynes. Donc moi, étant paysan près d'Avignon, je peux témoigner en fait que, par exemple, les paniers solidaires de Marseille soient approvisionnés par des collègues qui sont mes voisins. Donc c'est-à-dire qu'on vient chercher l'alimentation à plus de 150 km. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Alors que des terres arables, il y en a partout ici. Et qu'il y avait une ceinture maraîchère sur la métropole qui était... L'autre actualité, c'est que pour participer avec les collègues à différents PAT, projets alimentaires territoriaux, tout ça, je n'entends jamais le mot planification. C'est-à-dire que moi, mon job de maraîcher, c'est que je participe, je coopère avec des collègues pour approvisionner un magasin producteur, une boutique paysanne. Et bien notre job au quotidien, c'est de dire, ben voilà, si on veut des pommes de terre au mois d'octobre, il faut les planter à telle période. Si on veut sécuriser son approvisionnement, il faut qu'on soit plusieurs. Il faut qu'on ait identifié les territoires sur lesquels on fait pousser. Enfin bref, c'est notre métier. C'est ce qui nous valorise justement de maîtriser ça. Et bien, dans toutes les réunions que je peux faire, j'entends jamais ce mot-là. Alors sur la ferme, en fait, je suis seul à l'année et j'emploie un peu plus de 200 heures dans l'année sur des périodes précises qui correspondent aux récoltes. Alors, par exemple, récolte de pommes de terre ou des plantations, par exemple sur des plantations en période printemps-été. Et cependant, en fait, je pourrais occuper beaucoup plus de monde que ça. C'est-à-dire que je compense beaucoup de choses avec mon temps. En fait, je compense le fait de ne pas avoir assez de trésorerie pour pouvoir employer à la juste mesure. Bon, c'est j'allais dire un marronnier dans la profession, hein, c'est que en fait, on est toujours en train de jongler entre à la fois un coût de revient des produits, de la vente de nos produits qui doit tenir compte d'une certaine acceptabilité. Et de notre côté, des coûts de production dès lors qu'on fait intervenir beaucoup d'humains. Et c'est heureux, hein. Moi, alors là, je suis là-dessus, je lâcherai pas là-dessus, quoi. Entre une machine et 4 paires de bras, je préfère 4 paires de bras. Voilà. Alors, regarde, il y en a des beaux, on va en prendre un beau comme ça, là. Hop. Imaginons, ici on est sur le territoire proche de territoire à vif de Marseille, le gamin des quartiers nord de Marseille qui se découvre une vocation, qui veut s'installer paysan,
Mais s'il n'a pas 3 générations derrière lui et les ressources pour pouvoir développer une ferme, il ne le fera jamais. Donc c'est là où la solution, c'est quoi? C'est le collectif. C'est que la collectivité, à un moment donné, puisse se dire, ben voilà, nous, on a besoin de toute façon de cette infrastructure, on a besoin d'alimentation, c'est notre commun, et bien on y va. J'étais proprio avec des amis d'un bar, restaurant, salle de spectacle en circuit court, c'était une coopérative, où on avait fait le choix de démocratiser les bons produits, de montrer que ça ne coûtait pas plus cher de consommer différemment. Ça a fonctionné, mais on a touché un public qui était militant, engagé, sensibilisé, on voulait aller plus loin dans la démarche. Donc VRAC, c'est né d'une rencontre avec la Fondation Abbé Pierre et avec un bailleur social, Est Métropole Habitat, qui cherchait un projet pour développer le pouvoir d'achat de ses locataires. La Fondation Abbé Pierre, plutôt un projet de lutte contre l'isolement et l'exclusion. Et moi, j'ai même ma casquette alimentation circuit court. Donc on s'est dit, trouvons quelque chose. Et je suis parti 3 mois dans les quartiers. Et c'est comme ça que VRAC est né. On s'est tout de suite orienté sur les quartiers populaires parce que c'est vraiment là où on avait la double peine, quoi. C'était, même si on a envie de bien consommer, on n'en a pas les moyens. Même si on a envie de bien consommer, on vit souvent dans des déserts alimentaires. Donc j'ai passé beaucoup de temps à échanger avec eux, à participer à plein d'ateliers, pour les centres sociaux, à faire de la couture, de la menuiserie, et en disant aux gens, mais vous voulez pas qu'on fasse nos courses ensemble? Peut-être qu'on pourrait avoir des meilleurs produits et des meilleurs prix. Mais sans en dire beaucoup plus. Et ensuite, l'objectif, c'est de convaincre par le goût, en organisant des dégustations au pied des immeubles, au cœur du quartier. Et les habitants venaient goûter les produits, tous ceux que vous avez dans les cartons autour de nous. Et une fois que c'était validé en termes de goût, parce que j'étais sûr qu'ils étaient bons, on parlait de prix. Et le choix qu'on a fait pour rendre ces produits accessibles, c'est de les revendre à prix coûtant, de ne pas marger du tout. Et là, on avait cassé les barrières. Et derrière, il y avait plein de questions. Mais d'où ça vient? Comment c'est produit? Est-ce que le paysan est bien payé? Donc ça, c'était intéressant, cette solidarité dans la précarité. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on sait qu'un tiers des paysans en France gagnent 300 € par mois. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Et on a démarré les groupements d'achat comme ça. Mon rôle, c'est vraiment le développement, le plaidoyer et la recherche de financement, parce que vous l'aurez compris, en vendant des produits à prix coûtant, on n'est pas très autonome financièrement, donc c'est aussi un choix politique de financer ce genre de projet. Et c'est un investissement sur l'avenir, sur des dépenses de santé qui vont être considérables. Donc il ne faut pas voir ça comme un coût. Donc moi, je continue d'insister pour que les collectivités participent au même titre que d'entreprises ou que les bailleurs sociaux et que les citoyens. On voulait vraiment un projet qui ne soit pas discriminant, qui ne soit pas stigmatisant, qu'on ne soit pas obligé de prouver qu'on est pauvre pour avoir le droit à quelque chose. Donc quand on habite le quartier, c'est 1 € l'adhésion, c'est prix coûtant sur tous les produits. Et les habitants vont choisir parmi une centaine de références les produits dont ils ont besoin et les quantités dont ils ont besoin. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'engagement sur le long terme comme dans une AMAP, il fallait garder beaucoup de souplesse. Après là où on en est, donc on est quand même que sur les 6 premiers mois, c'est vrai qu'on voit qu'il y a coopérer, c'est pas forcément. Il ne suffit pas de dire il faut coopérer pour que tout le monde coopère. Donc on est plus dans une phase d'interconnaissance, de découvrir ce que fait l'autre, d'écouter ce que fait l'autre pour pouvoir, on va dire, envisager à terme pouvoir faire quelque chose de mieux. Mais on voit déjà certains effets, c'est-à-dire que sur certaines communes qui ont un intérêt sur tout ce qui est en lien avec l'accès à l'alimentation digne et de qualité, comme Vitrolles par exemple, le fait qu'on soit déjà associé avec certaines structures de notre territoire, avec VRAC, etc., ils réfléchissent déjà pour mettre en place des VRAC dans les quartiers politiques de la ville de Vitrolles. Nous, on fait déjà des paniers solidaires là-bas, on anime déjà des jardins dans des centres sociaux. Voilà. Donc il pourrait y avoir, on va dire, un développement de ces thématiques via Territoire à vivre, je pense, de manière assez rapide. Je pense que c'est pour les paniers de demain, à mon avis. Ouais, parce qu'on en fait pas mal, on fait 26 caisses. Donc, j'ai déjà fait des stages chez des maraîchers où la cadence elle était quand même plus soutenue. Là, c'est vrai que c'est pas non plus comme c'est un truc de réinsertion.
Enfin, ça va, je trouve que c'est cool. Je vais récolter les poireaux, les choux Bruxelles, les choux fraisés. En fait, il y a un collègue, j'ai laissé tout à l'heure là-bas. Je ne sais pas l'arrivée où, mais j'ai laissé toute seule en fait. Maintenant, je vais le retourner. Elle a attendu 2 heures. Entrez Claire, venez. Ça va? Ouais. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, premier point, comment s'est passée la réunion? Très bien. La présentation de la fonderie. Et en plus, on avait un invité de choix parce qu'on avait Biche, que vous connaissez, qui a travaillé ici. Bon, t'as fini, alors on va faire les choux Bruxelles. On devait faire votre profil sur le site d'Anefa. Vous vous souvenez? Quand on avait vu les offres d'emploi. Oui, hier. Voilà, donc du coup, on va le créer, ce profil, de manière à ce que vous soyez visible. Alors. Bah là, il faut que je me mette sur Internet pour regarder les petites annonces, que là, justement, ils recrutent leurs saisonniers. Donc, c'est maintenant qu'il faudrait que je m'y mette, quoi. Mais bon, je suis pas trop à l'aise avec l'informatique encore, hein, donc c'est pas évident. Après, ça dépend, parce que moi, c'est plus l'ambiance au boulot que le travail en lui-même. Je préfère faire un boulot à la limite pourri dans une bonne ambiance qu'un bon job dans une ambiance de merde, quoi, on va dire. Donc c'est vrai que pour moi, c'est très important de s'entendre avec ses collègues, qu'il y ait un esprit d'équipe. Puis après, moi, j'ai découvert le maraîchage et c'est vrai que ça m'a plu, ça me plaît. Donc c'est pour ça que je me suis mis là-dedans. Après, si je trouve un emploi saisonnier, bah, je ferai la saison, après je verrai. Hein. Mais c'est vrai que si je pouvais trouver un CDI, ouais, ça serait bien. Ouais. En fait, on fait tout. J'ai fait livraison, j'ai fait plantation, on ramasse des légumes, j'ai fait des animations, j'ai fait des marchés, j'ai vendu des légumes et tout. Beaucoup de choses en fait. Il y a le lavage, il y a les paniers, j'ai fait le panier aussi. Comme ça, après, les adhérents viendraient chercher ces paniers. Donc. Voilà, tu prends tout ça, toi? Hop. On s'en rend compte avec Territoire à vivre, en donnant la parole aux personnes, ça change les choses. En travaillant avec elles, on retrouve la joie de vivre, on retrouve une capacité de dire « mais on peut changer les choses ». Mais il n'y a pas de fatalité à la désertification, au populisme politique qui va avec la désertification. C'est ça que vivent nos jardins de cocagne sur certains territoires. Et ils se disent « on va reconstruire ». C'est du coin de glanage parce que dans la colline, il y a plein de coins abandonnés, par exemple, tu vois. Ça, c'est mes figues. Sirop des garrigues, ben, c'est avec toutes mes plantes aromatiques. Je ne sais pas si on aura le temps de monter là-haut. Parce que tu sais, 6 hectares en colline, ça prend un peu de temps de faire tout le tour. Je suis obligée de fermer la clé parce que mes ânesses ouvrent toutes les portes. Et elles fouillent tout. Et elles foutent tout dehors par terre. Ah oui, les ânesses sont là, tiens. Alors, notre système de multiplication des plantes, en voilà un exemple. Quand une plante arrive, soit par un oiseau, soit par les chèvres ou les ânes, je les mets en cage au début, c'est la plante mère, de manière à ce qu'elle se multiplie suffisamment pour que mes prédateurs à 4 pattes ne tuent pas toute la colonie. Donc ici, c'est le brocoli sauvage qui est enfermé, qui est apparu il y a 2 ans. Et donc là, je vais continuer à le protéger encore une bonne année. Et puis après, je pourrais le libérer. D'ailleurs, il est en train de se multiplier par là. Petit à petit, il va s'étaler. Donc le principe, c'est de créer comme une espèce de conservatoire de tout ce qui serait possible dans Languedoc comme plante sauvage comestible. On est en surproduction, en gaspillage. Et en même temps, les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a un truc qui ne va pas bien. Donc il faut installer beaucoup plus de petits producteurs.
refaire une agriculture paysanne, locale, donc supprimer évidemment les intermédiaires, arrêter la surproduction, arrêter la loi Garot qui est une hérésie, enfin qui a créé des perversions, ça partait d'un bon sentiment, mais ça a créé des perversions terribles. La loi Garot, c'est la défiscalisation des surplus des supermarchés s'ils le donnent à des associations. Alors je vais te dire un exemple. Là justement, je viens de recevoir un sans-papier pendant quelques temps chez moi, qui n'a pas droit à l'aide alimentaire, puisqu'il est sans-papier, ne peut pas justifier de sa pauvreté, parce que ça aussi c'est un système qui est insupportable, que les pauvres aient besoin de justifier de leur pauvreté. Moi je gagne certainement moins que certaines personnes qui vont à l'aide alimentaire. On ne peut pas justifier de sa pauvreté, c'est ridicule. Si tu dis que tu as faim, basta. Il y a des gens qui ont 1 500 € par mois et qui auront faim, et d'autres qui ont 500 € par mois et qui n'auront pas faim. C'est la preuve. Et donc, bon, je mélange un petit peu tout là. Et donc, il y aurait ça à changer par rapport à l'aide alimentaire, qu'on n'a plus à justifier d'être pauvre et justifier qu'on ait faim. Ça, c'est délirant. Et donc, les produits qu'on leur donne, donc ce fameux sans-papier, ses copains qui, eux, avaient accès à l'aide alimentaire, donnaient ce qu'eux, ils ne mangeaient pas de l'aide alimentaire. Et lui, il me le ramenait ça à la maison, mais il touchait à pratiquement rien. Donc c'est moi finalement qui à la maison, pour mes bestiaux, des choses dont personne ne veut. Non mais c'est du délire, on marche sur la tête quoi. Moi je ne supporte pas qu'on gaspille quoi que ce soit. J'ai été élevée dans une ferme où on apprend à mettre les petits bouts de savon ensemble pour refaire un savon. Hein. Alors, je vais pas leur jeter la pierre, je suis toujours beaucoup plus critique sur la grande distribution et l'industrie agroalimentaire que sur l'aide alimentaire, mais il y a, voilà, le rapport de l'État là-dessus montre clairement qu'il y a beaucoup de choses à changer, que ce soit sur la qualité des produits, sur l'accueil, sur l'accompagnement, sur l'émancipation des personnes. On est assez loin d'un accès digne, quoi. Donc nous, on veut vraiment montrer qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire différemment en intégrant, en remettant les personnes, les principales considérées au cœur des projets. Alors là, il n'y a pas de plantation, enfin il n'y a pas de production. Je pense qu'ils sont en train de préparer la serre pour une nouvelle culture, comme on est en agriculture bio. Donc on ne met pas 2 fois la même chose au même endroit. S'il y avait des tomates par exemple, il y aura autre chose l'année prochaine. Dans le cadre du dispositif des paniers solidaires, donc il y a la distribution de légumes, mais il y a aussi tout un volet accompagnement alimentaire et 90% de cet accompagnement se fait via des ateliers cuisine. Voilà. Donc moi j'ai été amenée à en faire donc auprès de nos salariés en insertion, mais aussi auprès d'enfants dans le cadre du dispositif périscolaire, donc avec des primaires et collégiens. Et puis des ateliers aussi dans des foyers à Doma, donc c'est de l'insertion par le logement. Et donc ce sont des personnes en très grande précarité dont l'alimentation n'est pas la priorité forcément. C'est voilà, des personnes qui n'ont pas forcément accès à de l'alimentation de qualité. Voilà, donc les paniers solidaires, c'est justement lutter contre ça en donnant l'opportunité d'accéder à un panier de légumes à moindre coût, effectivement. Et ce qui fait d'autant plus sens pour nos salariés en insertion, puisque c'est eux-mêmes qui les produisent au final. Ils sont sur le terrain, c'est eux qui plantent, qui cultivent, qui récoltent, qui ramassent et tout ça. En bas aussi, ouais. On va en mettre 2. Bon, tu me feras attention, il y en a qui sont un peu abîmés. Nous aussi, en tant que salariés des jardins, donc on a notre panier de légumes qu'on récupère chaque semaine. Donc ils seront remplis après, après les paniers qui partiront en livraison. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, les salariés qui n'étaient pas du tout accoutumés au bio, s'y font petit à petit. Chaque semaine, ils ramènent donc, les paniers de légumes, ils les cuisinent à la maison, ils initient la famille. Donc la famille aussi, elle commence à être sensibilisée au bio et tout. Les produits bio ou les produits locaux, les produits de qualité, il y a peut-être aussi des préconçus autour de ça. Est-ce qu'on peut aussi bien manger pas cher? Ça, c'est souvent une des questions. Alors, on essaie de mettre en valeur, par exemple, le rôle des légumineuses, remplacer, par exemple, les protéines animales par des protéines végétales. Voilà, en fait, il y a plein de freins
qu'il faut essayer de lever. Parfois, c'est la cuisine. Parfois, c'est tout bêtement arriver à cuisiner des pois chiches. Et c'est tout bête, hein, mais c'est un frein. Et le plat préparé, il est là. On le met au micro-ondes, c'est simple et on ne se pose pas plus la question de ça. Alors, on va faire des ateliers de cuisine, on va tester de nouvelles recettes et on voit en fait que c'est pas forcément si cher que ça. C'est parfois même moins cher en fait. Et déjà, cuisiner, souvent, c'est moins cher quand on cuisine soi-même. Donc, l'idée, c'est de trouver ensemble des solutions pour mieux s'alimenter et de donner des opportunités et des options de vie supplémentaires aux personnes. Pas seulement être en conscience et de culpabiliser, de se dire ok, j'ai compris qu'il y avait plein de beaux enjeux, mais en fait, moi, mon porte-monnaie, il ne me permet pas d'eux. À l'épicerie, on essaie de faire en sorte que ton porte-monnaie te permette d'eux et que tu aies cette opportunité-là, en fait. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ouais. Vous avez amené les paniers? Ouais. Ça ne va pas tarder, je pense. Très bien. Quand on parle d'une épicerie sociale et solidaire, on est sur de la mixité de public et ça nous permet aussi de diversifier l'offre de produits qu'on peut avoir. Et on tend à avoir plus de produits de qualité, de vrac, de local, avec ce volet solidaire qui nous permet de vendre à une double tarification. On a deux fonctionnements avec les jardins de Lucie. On a les paniers que vous voyez ici. Ce sont des paniers dits solidaires. Donc c'est des paniers des jardins de Lucie. On est sur du légume bio et local. Pour le coup, ils sont situés à Communet. Et ces paniers, nous, on les vend 2,40 € aux bénéficiaires de l'épicerie. Donc on est toujours dans cette même logique de permettre aux bénéficiaires de l'épicerie d'acheter ici des produits de qualité et issus du coup du circuit local. Et on a aussi un système de dépôt pour les personnes qui prennent un abonnement au Jardin de Lucie qui ne sont pas bénéficiaires de l'épicerie. Ça permet aussi à ces personnes de découvrir l'épicerie en venant chercher le panier de légumes. Nous, on leur fait une présentation de l'épicerie et ça leur permet de découvrir les produits bio et solidaires qu'on vend sur l'épicerie. Donc c'est toujours intéressant. Aussi au niveau de la mixité, et voilà, l'épicerie c'est un lieu où on a plein de personnes différentes et où tout le monde se croise. Donc pour nous, ça c'est important. Il y a beaucoup de lieux qui sont ouverts qu'à des personnes en difficulté. Donc on sait, de l'extérieur, quand on voit des gens qui rentrent dans des lieux comme ça, on sait que c'est des personnes en difficulté. Et quand on est un bénéficiaire de ça, c'est pas forcément simple de l'afficher, de le montrer, de l'assumer. Et du coup, sur un lieu qui est ouvert à tous, on n'a plus cette forme de stigmatisation. En fait, l'aide alimentaire est devenue un mode de réponse structurelle à l'état de la pauvreté. Moi, je dis, c'est une forme de paravent à l'inaction des pouvoirs publics dans la lutte contre la pauvreté, sachant qu'un des sujets majeurs qui est pour le coup assez documenté par le travail statistique qu'on fait au sein du Secours catholique, c'est qu'il y a un problème de revenus. Il y a un problème de revenus avec un décrochage entre les minima sociaux et le coût de la vie depuis la création du RMI. Donc on est quand même sur quelque chose de massif. Et donc cette question du revenu, typiquement, elle n'a pas sa place, on n'arrive pas à la poser dans le cadre du comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire. Ce qui est quand même en soi un sujet un peu fou, quoi. Bonjour. Donc là, on est sur l'accueil inconditionnel. En fait, les gens passent la porte et arrivent ici, soit pour demander un renseignement, soit pour boire un café, parce qu'on a une petite kitchenette là sympa qui nous permet d'offrir une boisson aux personnes. Et donc après, on va aller voir la cuisine. La cuisine. Donc, dans le projet, il y avait l'envie d'avoir une épicerie ouverte tout le temps et libre et d'avoir une cuisine où on puisse partager parce qu'on a envie. Et donc, le principe, quand on arrive le matin, on regarde ce qu'il y a à cuisiner. Souvent, ça vient des surplus de l'épicerie et on décide du menu qu'on va faire. Hein. Et après, on mange ensemble.
Et en fait, cette cuisine, c'est un des gros projets de cette maison. C'est une cuisine ouverte à tous les jours, tous les matins. Et en fait, il y a une idée qu'assez librement, on peut venir cuisiner, on peut venir manger, on peut venir seul, on peut venir à plusieurs, on peut venir utiliser la cuisine et repartir avec ses plats, par exemple pour les personnes qui n'ont pas de cuisine, qui sont hébergées à l'hôtel, etc. Cette idée de cuisine en libre accès qui a démarré là, en septembre et que le Secours catholique fait vivre. Sylvie ? Oui. Messieurs, dames, oui. Est-ce que ça vous va qu'on se prenne 10 minutes pour que je vous parle de quelque chose? Oui. L'idée, c'était de profiter un peu de ce matin pour vous parler d'un projet. Donc, ce projet, c'est une caisse alimentaire commune. Et en gros, c'est inspiré d'une idée qui germe depuis quelques années maintenant, voilà, chez des chercheurs, chez des acteurs associatifs, chez des paysans, des agronomes, qui est l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation. On a pris cette idée et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut l'expérimenter, tester quelque chose sur notre territoire, sachant qu'on est tous là réunis, des épiceries sociales et solidaires, des groupements d'achats citoyens, des jardins partagés, des jardins d'insertion. Et donc pour ce projet-là, on a besoin de monter un comité citoyen de l'alimentation. On a besoin de monter un groupe d'habitants qui sont intéressés, qui sont motivés, qui trouvent que c'est un combat intéressant de se battre pour le droit à l'alimentation et qui auraient envie de s'engager avec nous voilà, sur peut-être un an de rencontres régulières pour à la fois définir, en gros, quand je dis une caisse alimentaire, c'est de l'argent, hein, c'est un budget. Donc là, nous, on va chercher de l'argent pour mettre dans cette caisse et pour avoir à disponibilité un budget pour tester notre idée. Voilà. Donc là, en gros, on sollicite la ville, on sollicite la métropole, le département, la région, l'État, mais aussi des fondations privées et des contributions aussi des participants, des habitants. Puisque l'idée, c'est que chacun cotise à la caisse en fonction de ses moyens, en fonction de ses possibilités. Comment on donne envie à des gens de s'intéresser, peut-être de rejoindre une dynamique comme celle-là, ce que j'observe, moi, ça fait quelques années maintenant que je travaille sur le sujet, c'est que ça passe par des temps de partage autour de l'alimentation, alors sous toutes ses coutures, hein, que ce soit faire du jardin, de la cuisine, organiser un achat groupé, tenir une épicerie, etc. Et quand ça s'insère dans ce temps quotidien, avec pas forcément une intention, on va dire, éducative ou pédagogique très affirmée, mais plutôt un partage d'expérience. Et puis, petit à petit, un peu par porosité, c'est pour ça qu'on croit aussi au mélange des gens et des genres. Finalement, il y a des idées qui passent et progressivement, on évolue dans notre manière de percevoir les choses. On s'informe aussi, parce que finalement, l'accès à l'information, c'est pas non plus donné à tout le monde. C'est pas le consommateur, la personne individuelle qui, toute seule dans son coin, va faire changer tout le système. Dans Territoire à Vie, mais même au-delà, hein, dans toutes les organisations qui sont là, c'est un peu cette force du collectif. Comment on génère du collectif? Ce qui n'est pas facile aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que les personnes, notamment celles qui vivent la précarité, sont des gens à éduquer, ou est-ce qu'on se considère d'égal à égal dans une idée qu'on a des choses à faire ensemble? Bon appétit. Tu pourras refaire passer un autre sens? Alors voilà, vous êtes dans les locaux de l'ancienne pharmacie du quartier. Voilà, donc un lieu de soins qui va être complètement réaménagé pour créer notre maison solidaire d'alimentation. L'idée, c'est que ce soit aussi un lieu où on puisse avoir une alimentation de qualité, parce qu'on est dans un désert alimentaire ici. Donc le resto, ça sera l'idée, on ne sait pas encore, hein, mais un bon menu, un repas complet pour le prix d'un tacos ou d'un kebab. Voilà, sachant que le lieu va être multifonctionnel,
Parfois ce sera un resto, parfois un petit café, parfois une épicerie éphémère et d'autres lieux aussi, des espaces peut-être des assemblées citoyennes, des espaces de discussion. Donc voilà, on va essayer de construire le projet d'aménagement pour qu'il soit le plus souple et le plus ouvert possible pour qu'ensuite toute la phase plus opérationnelle, plus concrète puisse être construite le maximum avec les personnes qui vont investir ce lieu. Il y a un paysan qui, juste à côté d'ici, qui cultive, qui a une terre nourricière au sein d'une barre HLM juste à côté. Il y a des habitants et des habitantes qui font des ateliers dans le centre social, en face. Donc il y a plein de petites graines dans le quartier de gens qui avaient envie de mieux manger, de se réapproprier leur consommation et qui sont confrontés à cette inaccessibilité qui est économique et puis qui est aussi physique parce qu'il faut faire des kilomètres pour trouver de l'alimentation de qualité dans ce quartier. On mange sain, meilleur, c'est accessible, ça permet de favoriser aussi, il y a des initiatives locales parce qu'on sait par exemple pour les fermes de Lucie que c'est les fermes de Lucie, les jardins de réinsertion. Ouais, les jardins de Lucie, voilà, on a des prix. Moi j'ai le sentiment qu'à tous les niveaux on est gagnant. On mange un produit qualitatif, on permet à des personnes de se réinsérer, il y a toute une filière qui se met en place, on a l'impression de participer à quelque chose à notre niveau. Ouais, du coup ça fait un petit moment que vous prenez les paniers. Eh bien, je ne les prenais pas au début, j'étais très sceptique sur le bio. Vraiment le bio, le vrac, je m'en approchais pas en me disant non, c'est pas pour moi, c'est un effet de mode, ça me correspond pas. Une fois, on m'en a parlé en me disant venez, découvrez, prenez un panier, essayez quelques produits, puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Petit à petit, ouais, puis j'ai adhéré complètement, complètement, que ce soit le vrac, le panier. Ça a mis en place après une démarche zéro déchet aussi. Quand on voyait les vracs, on voyait les sacs. J'étais vraiment pas dans ce... J'étais en mode consommation extrême. Vraiment. Consommation extrême, ça veut dire quoi? Non, mais non, j'étais pas du tout attentive à tout ce que ça. En fait, l'épicerie, comment je pourrais dire ça? Il y a vraiment une vraie démarche. Toutes les personnes, je sais pas si je peux dire que vous êtes je sais pas, j'arrive pas à vous nommer, dire employés. Pour moi, vous n'êtes pas les employés, vous faites partie de la structure. Vraiment, tout le monde est engagé dans cette démarche. Je pense que c'est une démarche écologique, économique. Vraiment, oui, ils nous transmettent ça. On échange avec eux, ils nous transmettent ça. Puis ça m'interpelle quand j'ai une grande surface que je vois. Pour le mois de décembre, je vois des cerises, je vois des fraises. Je me dis waouh, combien de kilomètres ça fait? Ça pourrait être dans nos étals pour finir dans un coin jeté. On a appris à consommer de saison. Au revoir à tous. En fait, on est accueillis par la Casaline, donc de l'espace créateur de solidarité de Saint-Fond, où on vient une fois par mois effectuer nos distributions d'achat de vrac. Donc c'est vraiment l'illustration d'un partenariat qui va pouvoir aussi évoluer avec le projet Territoire à vivre, qui existait déjà. L'idée, c'est que nous, on travaille aussi sur cette question d'une accessibilité à des produits alimentaires de qualité. Et la Casaline aussi, donc sur la similarité de nos projets, ça avait beaucoup de sens qu'on puisse être à cet endroit-là avec eux. Ça permet aussi, nous, de toucher leur public avec l'offre alimentaire qu'on peut proposer et également que nos publics puissent connaître la Casaline et potentiellement aussi la rejoindre et en bénéficier. L'idée sur Lyon, c'est concrètement d'aller sur une plateforme mutualisée entre nos différentes structures, de travailler la question de la logistique, qui est une vraie question pour laquelle on n'est pas des spécialistes en fait. Clairement, on n'est pas des structures, que ce soit vrac, cocagne, on est tous amenés à faire de la logistique, mais on n'est pas des spécialistes de ça. Et on est à combien de grammes près? Le fait de mutualiser, ça permet aussi d'embaucher sur du temps plein. Enfin, c'est aussi une manière, nous, en interne, de lutter contre la précarité. Enfin, c'est beau d'avoir des belles idées, mais c'est aussi, nous, comment on les applique. Parce qu'en général, dans les associations, c'est
c'est faites ce que je dis, mais regardez pas ce que je fais, parce qu'on est toujours à se dépatouiller avec des petits moyens, avec des bouts de ficelle, avec des bouts de subventions par-ci, par-là, et que du coup, on est aussi sous une forme de précarité dans nos propres structures. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Et aujourd'hui, les CIVAM interpellent leurs concitoyens en disant voilà, quelle dignité vous voulez associer à celles et ceux qui produisent cette alimentation. De toute évidence, la réponse sera la meilleure que possible. Et c'est là en fait où on est obligé d'ouvrir l'envers du décor et de dire ben voilà, d'ici 2030, il y aura plus de 50% des agriculteurs qui seront à la retraite. On voit qu'on peine à installer des jeunes parce que les conditions sont difficiles et que les conditions de rémunération aussi sont difficiles dans la profession. Donc ces enjeux, on ne peut pas les laisser de côté et dire, clac, on balaye ça d'un revers de main en disant, il faut que ce soit accessible. Donc, et c'est là en fait où nous, on dit, alors soyons ambitieux. Soyons ambitieux. Si aujourd'hui on a des hôpitaux, c'est parce qu'un jour on s'est vraiment donné les moyens de dire il faut qu'on puisse accéder aux soins et donner des garanties aux soignants et aux soignés. Et bien aujourd'hui, nous au sein de la profession, on pose cette question-là, on dit si on veut à un moment donné garantir l'accessibilité à une alimentation saine et de qualité, il faut qu'on se donne les moyens de donner des garanties aux mangeurs et à ceux qui produisent cette alimentation. Et là, on est sur un sujet politique, de choix politique. On a eu un gros coup de Mistral, et c'est pour ça que j'avais tout attaché, d'ailleurs. Après, on voit bien qu'on est confronté à des enjeux sociaux, environnementaux, qu'on a du mal à dénouer. Je pense alors sur l'axe agricole, les débats complètement hystériques autour de tel usage de pesticides, c'est cela qu'on ne veut plus, l'injonction des fois citoyenne qui dit on veut ça, on veut des coquelicots, on veut et puis une profession qui des fois s'arc-boute un peu en disant attendez, ok, qui va venir désherber mes carottes si, voilà. Donc on voit bien que ces sujets-là peuvent être désamorcés. Au sein des CIVAM, on a vraiment expérimenté ça. Il y a un événement qui s'appelle De ferme en ferme, où on ouvre les portes de nos fermes, on accueille nos concitoyens dans nos systèmes de culture et on parle du job, on parle de ce qu'on fait au quotidien. Et souvent, je décris l'itinéraire de la pomme de terre aux gens qui visitent et ensuite je leur demande de m'aider à fixer le prix. Tout de suite, les choses se désamorcent. Bien sûr que les gens sont prêts à rémunérer toute la passion, toute l'énergie, toute la peine qu'on met dans notre travail. Et c'est là en fait où on se rend compte que finalement, quand on discute au bon endroit des choses, eh bien, on arrive à plus facilement converger vers trouver des consensus en fait, et surtout à mettre en avant ce que j'appelle des valeurs universelles. On va commencer par couper les butternuts. On va faire dans l'ordre. Allez, suivez-moi. On va récolter pour l'instant que celle-là. C'est important de les couper, pas ici, mais le plus long, d'accord ? Une coupe franche, ok, on coupe tout et on vient faire des tas, à peu près tous les 5-6 mètres. Demain, on viendra les récupérer en tracteur. Ok ? On a 5000 personnes en insertion sur les jardins, on sait ce que ça veut dire, la précarisation et le besoin d'émancipation de ces personnes. Et de ce point de vue, l'aide alimentaire ne suffit pas. Donc dès le départ, c'est un refus de cette situation. Regardez la précarité en face, ces personnes en face, et essayer de voir ce qu'on peut faire avec elles pour construire à partir des problèmes des personnes, du collectif, des droits collectifs. Voilà. Donc donner de la citoyenneté en fait à des gens qui finalement sont, encore une fois, écartés de ça. Du point de vue de territoire à vivre, c'est si on veut donner de la capacité d'agir à ces personnes qui n'en ont que peu, il faut que nous aussi, on soit en capacité de se donner de la capacité d'agir. Or, le secteur associatif et le secteur de l'économie sociale et solidaire brillent par ses initiatives et ses inventions, mais alors, vraiment, fait la preuve depuis tant d'années de la difficulté de se coordonner, de changer d'échelle, de se déployer, et ça, c'est une grande faiblesse de notre système d'organisation. Le territoire à vivre entend répondre aussi à ça, c'est-à-dire cette capacité de nous donner de la capacité d'agir pour leur donner de la capacité d'agir. Sinon, ce n'est pas l'accumulation des faiblesses qui nous donnera une force collective. À la fin, il faut qu'on construise des droits. Si on ne construit pas des nouveaux droits, tout ça n'aura servi qu'à construire du faire, construire de l'action, et puis on connaît la volatilité de toutes ces affaires-là qui tiennent à l'engagement des personnes. Si on veut aller plus loin, il faut construire des droits collectifs, des nouveaux droits collectifs. Voilà. Moi, j'ai confiance en nos territoires.
Juste, il ne faut pas qu'on rate la marche. Nous, c'est ce qu'on dit dans les CIVAM. Je vais prendre un exemple concret. La ville d'Avignon, projet alimentaire territorial, il y a ne serait-ce qu'un an, le budget c'était 120 000 €, le stade de foot c'était 2 millions d'euros. J'ai rien contre le sport, au contraire, mais ça donne la dimension de nos élus. Ça donne la dimension de nos élus. Et bien sûr, tout le monde veut du local à la cantine et du bio. L'alimentation, c'est pas juste remplir un estomac, c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus transversal que ça. L'alimentation, c'est du lien social. C'est un lien social essentiel dans n'importe quelle culture. L'alimentation, c'est la base de notre santé aussi. L'alimentation, ça a un impact énorme aussi sur l'environnement. Est-ce que ça fait 4 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans nos assiettes? Est-ce que c'est plein de pesticides? Toutes ces questions qui n'étaient pas appréhendées, comment nous, tous ces acteurs d'un bout à l'autre de la chaîne, on peut s'entraider pour proposer un système alternatif pour bien manger de façon accessible et de façon durable. Voilà, c'est ça. Courgette de 1,5 kg. Et les filles, elles veulent venir avec nous aussi? Et on avait ramassé ce chou rave. Et on a ramassé cette belle courgette. Attends. Mais ça c'est 5 kg et ça c'est 2 kg. Attends, regarde. Et aussi D'abord toi, vas-y. Une courgette jaune. Ouais. C'est une banane après. Quand on a des gamins qui viennent chez nous à Graines de Soleil, qui sont dans les quartiers, avec l'assaut de quartier, qui vont récolter des légumes de chez nous, il y a un certain lien qui se crée entre nous. Et donc du coup, c'est plus facile pour eux, après, entre guillemets, de changer leur pratique alimentaire. C'est ce qu'on essaie de dire aussi aux producteurs, qu'il peut y avoir des enjeux de fidélisation, entre guillemets, entre les publics. Et ce qu'il faut qu'on travaille, c'est est-ce qu'on fait tous des ateliers cuisine? Première question. S'il y en a qui en font, est-ce qu'on est tous au même niveau? Comment on fait? Est-ce qu'on est dans un truc un petit peu clivant en disant il faut manger 5 fruits et légumes par jour, sinon dans 10 ans tu vas être obèse et tu vas crever? Voilà. Est-ce que c'est ça notre discours? Ce que certains peuvent porter, que moi je porte pas par exemple? Donc moi ce que j'attends c'est ça, c'est d'avoir les moyens de pouvoir me battre contre des technocrates qui sont plus doués que moi pour l'analytique et qui permettent de prendre des décisions aussi bien en local qu'en régional, qu'en national, puisque je suis dans toutes les instances. Alors, l'accès à l'alimentation, là j'ai parlé beaucoup d'aide alimentaire parce que c'est un peu mon dada, mais c'est aussi un accès local, de manière à ce que tous les gens puissent avoir un marché avec des bons produits. C'est pas seulement que pour les précaires l'histoire de l'accès à l'alimentation. Donc on ne travaille pas que là-dessus à Territoire à Vivre, c'est qu'il y a un accès pour tous de qualité. Si on essaie de visualiser une grande victoire politique en 2023, ce serait qu'on ait pu avoir un débat clair entre les pouvoirs publics, nationaux, locaux, entre associations, sur la vision politique qu'on veut pour les années futures. Et qu'on s'appuie sur le sujet de l'accès digne à l'alimentation pour avoir une autre vision de la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, il faudrait que chaque élu d'une ville ou d'un village soit capable de dire combien il faut de surface arable pour pouvoir nourrir mes habitants. Voilà. Et qu'on sorte du caritatif pour aller vers une vision émancipatrice de la lutte contre la pauvreté, dans laquelle les personnes vont pouvoir faire le distinguo entre ce qui relève de leur responsabilité et ce qui relève de la responsabilité publique. Que c'est à partir de ces personnes qu'on va créer les nouveaux métiers de demain. Les nouveaux métiers de la transition écologique et sociale, de l'agriculture et de l'alimentation, mais aussi de l'énergie, de la santé, des mobilités, etc., du logement. Créer des véritables territoires à vivre. J'en rêve tous les soirs. Si on y réfléchit bien, si on veut lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est une fois que c'est dans les rayons des grandes surfaces, c'est trop tard. Moi je crois à l'exemplarité. Ça, pour moi, ce n'est que ça. Et donc de créer à la fois de l'emploi, de l'activité économique, du développement local, et ne pas faire de la lutte contre la précarité alimentaire le seul objet, mais le prétexte pour reconstruire les territoires à vivre et notre économie solidaire de demain. Vous avez terminé? Tu peux aller aux courges aussi, il y a du boulot. L'usine René peut se fermer, Peugeot peut fermer, l'autre il peut fermer, mais la terre elle va pas se fermer. Toujours tu creuses, tu plantes, ça te donne. Tu creuses, tu plantes, ça te donne. Si la terre elle bouge pas, elle reste là.
Nous n'aurons pas résolu le problème en mars 2023. Mais très concrètement, on voit déjà dans les territoires aujourd'hui, autour des acteurs de territoires à vivre, tout un ensemble d'acteurs, une grande diversité, se réunir et inventer des choses, aussi bien du côté de la mobilisation des personnes en précarité que sur la question de la structuration des filières, que dans de nouvelles formes d'accès. Si ceci prend forme et qu'il y a un mouvement d'adhésion qui dit on a envie de continuer dans cette voie-là parce qu'elle nous paraît vertueuse d'un point de vue social et d'un point de vue écologique, alors on aura gagné quelque chose dans chacun de ces territoires. Et si on en fait suffisamment la preuve de ce chemin d'expérimentation au niveau national et qu'on embarque d'autres territoires et que l'État s'engage aussi sur cette voie-là, alors nous aurons réellement réussi quelque chose de territoire à vivre. Dans mon village, là, le Thor, il y a plus de 400 hectares de friches. Alors, imaginez, sur 1,5 hectare, si je prends quelques chiffres, 15 000 salades, entre 3 et 5 tonnes de pommes de terre, bref, multipliez ça par 400. Genre, on n'a pas la souveraineté alimentaire. Bon, là, c'est la fin du pelote. Ouais. Nickel. Demain, on fera une petite pause, on arrêtera un petit peu de trier des patates. On fera autre chose. Là, vous avez passé la journée à faire ça. Je pense que vous en avez ras-le-bol. Non, ça va? Oui, ça va. Si, t'en as pas ras-le-bol?